RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Bonjour Jean-Charles Brizard, vous dirigez Bonjour. le Centre d'analyse du terrorisme. Vous êtes probablement celui qui connaît le mieux le monde et le réseau des terroristes. Et on se rend compte que c'est une véritable nébuleuse. Celui qui est passé à l'acte samedi soir à Paris, eh bien, vous le connaissiez. Tout le monde, au fond, dans ce monde des experts du terrorisme le connaissait. Oui, tout à fait. Et de surcroît, on avait suivi en 2018, le centre avait suivi en 2018 son procès, donc en mars 2018, qui lui a valu une condamnation à 5 années d'emprisonnement, dont une année avec sursis. Un procès très intéressant au cours duquel, effectivement, l'individu a tenté de dissimuler son engagement, a prétendu qu'il s'était auto-déradicalisé, je le cite, alors qu'en réalité, tous les éléments, à la fois ses supports numériques, Jean-Charles Brizard qui est effectivement en ligne avec nous. Jean-Charles Brizard, on va vous rappeler peut-être directement sur votre ligne. Je rappelle que Jean-Charles Brizard, il dirige le Centre d'analyse du terrorisme. Une question évidemment que je souhaiterais sur laquelle je souhaiterais avoir vos lumières, c'est aussi la question de savoir ce qui a éventuellement fonctionner ou pas fonctionner. C'est-à-dire, effectivement, quand on regarde le parcours, c'est un parcours où il y a eu, au fond, tout ce qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire 4 ans de condamnation qui ont été respectés. Il n'est pas sorti de prison plus tôt. Il y avait ensuite 3 années de mise à l'épreuve. Elles ont été, là encore, respectées. Il y a ensuite eu un suivi avec notamment des rendez-vous médicaux réguliers. Ils ont été effectivement suivis. Les conseils des médecins, là encore, ont été suivis. Qu'aurions-nous pu faire de plus ? Qu'est-ce que les services de renseignement, qu'est-ce que le monde de la police, de la justice auraient pu faire de plus ? Par ailleurs, il y a ces liens sur Internet, qui ne sont pas forcément des liens physiques, mais des liens sur Internet, avec celui qui a tué Samuel Paty, avec celui qui a tué le père Hamel. Je crois, Jean-Charles Brizard, que vous êtes avec nous à nouveau. Jean-Charles Brizard, je disais à l'instant qu'au fond, toutes les étapes ont été respectées, c'est-à-dire la condamnation a été respectée, les 4 années de prison ont été respectées, le suivi médical a été respecté. Qu'est-ce qui, à un moment, manque dans les outils ou y a-t-il eu un raté ? Le problème, je dirais, c'est le suivi de ces individus. C'est l'enjeu principal, le suivi des sortants. Parce que c'était un sortant. Et il faut le dire, c'est le premier attentat commis en France, attentat abouti, perpétré par un sortant de prison. On savait que c'était un enjeu majeur, les sortants, qui font l'objet à la fois d'un suivi judiciaire et administratif, c'est-à-dire de la part des services de renseignement. En l'occurrence, cet individu, je l'ai dit un peu plus tôt, dissimulait ses intentions. Et c'est très compliqué pour un service de renseignement qui régulièrement, bien sûr, réévalue la situation d'un individu en fonction des renseignements qui lui parviennent, c'est-à-dire essentiellement des interceptions téléphoniques, électroniques, des balisages qui peuvent être procédés, etc., sur un certain nombre de véhicules ou d'endroits fréquentés par l'individu. Mais s'il ne montre pas de signes évidents, apparents en tout cas, de passage à l'acte, de sa volonté de passage à l'acte, on ne peut pas judiciariser sa situation. Et c'est toute la question, le suivi. Je me souviens que vous, comme d'autres, je vous ai souvent interviewé après des attentats, tristement, et oui, vous faisiez partie de ceux qui alertaient en disant le problème majeur, ce sera la question du suivi des sortants. 80 individus condamnés pour terrorisme environ qui sortent de prison chaque année, depuis plusieurs années maintenant, et dans les années à venir. La question de la judiciarisation du fichier S, c'est-à-dire se dire qu'à partir du moment où on est radicalisé, ça devient en soi un délit ou en soi une menace, ne pas attendre un projet d'attentat, voire même un passage à l'acte. Est-ce que c'est envisageable ? Non, parce que le fichier en lui-même n'a aucune valeur judiciaire, il n'a qu'une valeur administrative. Il est important et il est même essentiel comme outil pour les services de renseignement pour permettre de suivre ces individus. En revanche, il n'emporte aucune conséquence juridique d'être inscrit dans un tel fichier. Non, en réalité, la difficulté par rapport aux sortants, c'est d'abord 480 sortants ont déjà été libérés, enfin condamnés pour terrorisme ont déjà été libérés.
400 sont encore en détention. Vous le disiez, plusieurs dizaines sont libérables chaque année. Mais il n'y a pas que l'enjeu des sortants, c'est-à-dire des individus déjà détectés. Il y a l'enjeu, compte tenu de la menace aujourd'hui endogène qui est largement diffuse, c'est l'enjeu aussi des individus qui ne sont pas détectés encore par les services de renseignement. Donc il y a un enjeu à la fois de suivi des individus déjà identifiés et un enjeu par rapport à la détection des personnes qui pourraient passer à l'acte. Et ça, évidemment, c'est du ressort des services de renseignement qui agissent à la fois en surveillant les réseaux sociaux, parce que ces personnes sont très actives sur les réseaux sociaux, très actives également sur les messageries cryptées. Donc voilà, c'est un double enjeu en réalité qui se pose à nous aujourd'hui en termes de menaces terroristes. Jean-Charles Brizard, la question, elle est de savoir aussi si l'attentat de samedi soir aurait pu être évité. Est-ce que vous dites, en l'état des connaissances sur le parcours de cet individu, oui, cet attentat aurait pu être évité, ou alors non, on ne peut pas l'éviter, et donc ça peut tomber à tout moment? Le risque zéro n'existe pas dans ce domaine-là. Les services de renseignement, vous le savez, font un travail qui est extrêmement important et difficile. Ils ont déjoué près de 50 attentats depuis 2017. Ça veut dire que ce qu'ils mettent en œuvre, les techniques qu'ils mettent en œuvre, les dispositifs qu'ils mettent en place, fonctionnent, sont efficaces. En revanche, un individu qui dissimule ses intentions volontairement, c'est-à-dire qui n'a pas de relationnel par lequel on peut identifier ses objectifs, qui n'a pas d'activité sur les messages cryptés ou sur d'autres supports, qui n'a pas de matériellement, qui ne peut pas être et qui même affirme, comme c'était le cas, oui. qui même affirme qu'il s'est déradicalisé, comme il dit, et qu'il a désormais, comme il a dit, en horreur, j'ai la haine des islamistes. Voilà ce qu'il avait dit aux enquêteurs. Il a leurré une première fois les enquêteurs en 2016 lorsqu'il est arrêté, interpellé en juillet 2016 pour un projet d'attentat au couteau à la Défense, en indiquant qu'il avait renoncé effectivement à cet engagement radical et que soudainement, du jour au lendemain d'ailleurs, il s'était auto-déradicalisé. C'est ce qu'il a prétendu. Ce qui était faux, je l'ai dit, ça a été démontré à la fois par ses supports et par ses fréquentations. Et puis il les a dupés une deuxième fois, il les a leurrés une deuxième fois. Effectivement, en 2020, juste après l'attentat l'assassinat de Samuel Paty, lorsqu'il a indiqué qu'il avait effectivement, il était rentré dans le droit chemin et qu'il avait rejeté la religion, l'islam. Jean-Charles Brizard, une question encore sur le suivi psychiatrique. C'est la réponse qu'à ce stade, Gérald Darmanin a commencé à avancer. Il affirme hier soir que l'une des réponses devrait être un suivi psychiatrique avec une injonction de suivi, avec une injonction de soins. Il y a environ 20% des radicalisés particulièrement suivis qui sont atteints de troubles psychiatriques en plus de leur radicalisation. Est-ce qu'effectivement ça vous apparaît comme l'une des réponses, ou est-ce que vous vous dites bon, ça c'est en plus mais c'est pas le cœur du sujet? Non, c'est tout à fait ça. C'est pas le cœur du sujet. C'est pas l'essentiel. Effectivement, c'est une partie du problème parce qu'un certain nombre d'individus, vous l'avez rappelé, 20% à peu près des individus sont concernés dans les fichiers par des problématiques de troubles psychologiques ou psychiatriques. En l'occurrence, celui-ci, ça s'est déclaré très tardivement. Je me souviens qu'à son procès, par exemple, les experts étaient unanimes pour dire qu'il n'avait aucun trouble ni psychique ni psychiatrique. Donc c'est une partie effectivement du problème, mais encore, je veux dire une chose à ce sujet-là, c'est que même des individus atteints par de tels troubles, ça n'empêche pas la justice d'agir. C'est-à-dire que c'est pas incompatible avec des poursuites pour association de malfaiteurs terroristes. Et on l'a vu dans le passé, plusieurs individus qui, nonobstant ces troubles, ont pu être poursuivis et condamnés du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Donc mettre en avant cette problématique, à mon avis, c'est pas l'élément central. Et encore une fois, ce sera à la justice d'ailleurs de déterminer quel élément a été prévalent dans son passage à l'acte. Est-ce que c'est sa radicalisation ou est-ce que ce sont ses troubles psychiatriques? Qu'est-ce qui a provoqué, en effet, qu'est-ce qui a été dans les deux facteurs le plus important dans ce passage à l'acte? Merci infiniment Jean-Charles Brizard. Pardon pour la mauvaise liaison, mais vraiment c'est passionnant de vous entendre et de comprendre mieux avec vous à la fois le suivi, mais aussi les éventuelles failles et la manière aussi dont il s'est joué, dont il a leurré, dites-vous, les enquêteurs à deux reprises. Jean-Charles Brizard, je rappelle que vous dirigez le Centre d'analyse du terrorisme. Toutes ces questions, je les poserai aussi à Gérald Darmanin, qui sera donc mon invité à 8h30.